Bonsoir à toutes et à tous. Nous continuons la rencontre autour des études psychanalytiques entre Oedipe et Caïn et cette recherche qui a commencé depuis quelques années maintenant autour du rapport Caïn-Abel et cette fonction qui les lie et qui reste une énigme et qu'à chaque fois il s'agit de réfléchir sur ce qui pourrait fonder ce lien qui est à la base un lien de violence, de meurtre. Donc Gérard Haddad a pris les choses du côté du double. Il nous a pendant maintenant 3 séminaires questionné le paradigme du double. Et à chaque fois, ce double, ce sont 2 pôles qui s'affrontent et qui sont dans un rapport, on va dire, de violence. Ce X continue à les lier, mais en même temps à les délier. À partir des travaux sur la question de ces intrications entre les pôles opposés ou supposés être opposés, il était question, il y a maintenant 2 mois, des travaux de Édouard Saïd, sur Freud et le monde extra-européen, dans lequel la thèse générale était que Moïse égyptien était non identique à son peuple. Et ce non identique à son peuple, donc l'étranger, a ramené Édouard Saïd à poser la question de l'intrication, donc judéo-arabe, on va dire ça comme ça, dans un monde qui au fondement, à son fondement, l'hétérogène était inscrit d'emblée. Saïd, donc dans ses travaux, il va affronter la question de l'orientalisme comme opposant l'Occident, comme fabrication de l'Occident, et sur ce, donc dans ce domaine-là, Gérard essaiera d'apporter une lecture à partir de ses travaux sur les relations, donc sur le complexe d'Oedipe, mais aussi à travers l'actualité qui fait émerger cet affrontement de l'Occident et de l'Orient sous forme malheureusement d'une guerre qu'on ne connaît pas sa fin. Voilà, je laisse la parole à Gérard. Donc bonsoir et bienvenue à des invités que nous avons et à des gens qui reviennent. Le sujet de ce soir, c'est évidemment ce livre d'Édouard Saïd qui s'appelle L'Orientalisme, qui mérite vraiment d'être lu. J'ai pris beaucoup d'intérêt et de plaisir à le lire. Sauf que ce soir, c'est un peu notre dernière réunion à Paris, intramuros, on peut dire, puisque la fois prochaine, nous allons nous réunir à Blois. D'abord, je voudrais remercier quand même notre amie Siem pour son renfort qu'elle a apporté cette année. Elle est arrivée à un moment où nous avions traversé malheureusement une crise qui était liée à la nature, je crois, de notre travail. Et merci donc d'avoir soutenu cet effort pour faire surgir, développer la psychanalyse qui est un peu, après 1 siècle et demi, a besoin de rafraîchissement et de nous aider à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Alors avant de me lancer avec sans doute sur le sujet d'Édouard Saïd, je voudrais donc recentrer mon propos de cette année et puis même je suis pris dans une recherche qui me mène et que j'ai cru utile de résumer dans un algorithme, parce que l'histoire dans la Bible de Caïn et Abel, il faut la prendre non pas comme une histoire vraie, mais comme une leçon. C'est ce que nous enseignent nos maîtres talmudistes. Tout ce que raconte la Bible, c'est pas des histoires. C'est un enseignement, et je pense que le structuralisme moderne a apporté beaucoup là-dessus. Il faut lire ça d'une manière structurale.
Et donc, j'ai donc proposé un algorithme qui serait C, la variable C, mais qui est l'initiale évidemment de K1, la variable A, qui est l'initiale de Abel, et entre les deux, il y a une fonction qui fait que cette rencontre, cette guerre de tous contre tous, comme dit Hobbes dans son Léviathan, qu'est-ce qui fait que cette guerre ne se termine pas toujours par le meurtre? Alors, si vous permettez, je dirais que la recherche que nous faisons, que je fais, appuyée par vous, comprend deux volets différents. Le premier volet, c'est quelles sont les différentes valeurs, les différentes formes que prend la confrontation de C et de A. La confrontation de C et de A peut prendre un grand nombre de formes, qui n'est pas toujours le meurtre. Et j'essaie de les énumérer, de les étudier. Le deuxième volet, c'est les différentes valeurs que peut prendre cet X entre les deux variables, qui fait que cette transformation, qui constitue le lien social, et qui peut prendre des valeurs différentes, et que nous essayons, au cours de cette année, d'énumérer. C'est ça le passionnant d'un travail de recherche, c'est qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va sur quoi on va déboucher. Je commencerai déjà par faire une espèce d'inventaire du point où on en est, des différentes valeurs que peut prendre X. Cet opérateur entre C et A. La valeur la plus générale, c'est la politique. Puisque je soutiens que contrairement au complexe d'Oedipe, que Freud nous a dit qu'il volait en éclats, ou il se disparaissait à partir d'un certain moment, eh bien le complexe de Caïn ne se résout pas. Il est toujours là. Et il faut donc le gérer. Et l'endroit où ça se gère, de manière générale, c'est la politique. La politique, c'est le lieu. La politique, je vous rappelle que ça vient du mot polis, en grec, qui veut dire la ville. Donc, c'est sur la scène politique que l'on essaie de trouver des arrangements pour que C et A ne s'entretuent pas. C'est le quotidien que nous vivons. Ceci dit, ça vaut la peine de préciser un peu les valeurs que prend la politique. X peut prendre des choses plus précises que le mot politique. À la dernière rencontre, Siem nous a présenté un bel exposé sur une valeur particulière de X, c'est le droit, la loi. Et aussi cette conquête récente et malheureusement en pleine crise, voire en destruction, qui est le droit international, qui est battu en brèche malheureusement aujourd'hui. Il n'empêche que ce X prend la valeur du droit et en particulier du droit international. Une autre valeur, nous avons montré une autre fois avec la conférence, vous voyez le travail collectif, de Marc Le Boucher autour de Bach, c'est l'importance de l'art, et en particulier de la musique. Et on peut illustrer ça de maints exemples, comment l'art et la musique en particulier jouent un rôle dans l'adoucissement, dans la réparation, dans l'intermédiaire entre C et A. Dans une discussion avec Jacques Chavassieux, il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je vous cite, il est apparu qu'il y a une autre valeur du X, c'est le travail collectif. Sur la scène du travail, on s'affronte, mais on travaille ensemble, on laisse les poignards au vestiaire. Il y a une autre valeur, la cinquième, que j'ai dénombrée pour l'instant, mais il peut y en avoir d'autres, et c'est ça le but de notre recherche. Et c'est dommage qu'on ne l'ait pas mis en premier quand même.
une valeur privilégiée de X, c'est l'amour. Dans la rencontre de deux membres, là, il peut se produire cette chose assez extraordinaire qu'on appelle l'amour, voire l'amitié. Dans l'amitié, il y a aussi de l'amour, n'est-ce pas ? L'amour ou l'amitié qui neutralise un temps la pulsion meurtrière. C'est la position que le christianisme a choisie. L'amour, qu'il met toujours en premier plan. Voilà un résumé transitoire des valeurs que peut prendre notre X, qui empêche ou qui répare le meurtre fratricidaire. Je laisse à votre réflexion d'autres valeurs de ce. Alors personnellement, je suis vraiment obsédé par ce meurtre qui nous entoure de toutes parts, sous les formes les plus épouvantables que nous assistons. Par exemple, presque par hasard, j'ai fait 2 lectures. Récemment, le théâtre de l'Odéon l'a donné une pièce de théâtre qui s'appelle Absalom. J'ai voulu aller la voir, j'ai été la voir, d'ailleurs, j'ai rien compris. La mise en scène était tellement pagailleuse et tout que j'ai rien compris. Et donc je me suis procuré ce que j'avais fait déjà autrefois, mais ça m'a donné envie de le reprendre, ce livre très particulier de ce grand écrivain qui s'appelle William Faulkner. Ces écrivains américains des États-Unis, du Sud, on dirait qu'ils respirent la Bible comme l'air qu'ils respirent, quoi. C'est assez étonnant, c'est méthodistes, là, c'est protestants. La Bible, c'est l'air qu'ils respirent. Ils sont tout le temps en référence permanente. Alors, voilà, d'où Absalom. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Absalom dans la Bible. Est-ce que ça vous intéresse que je vous la rappelle ? Ça peut. Bon, je vous la raconte. C'est le temps du roi David. C'est donc dans le texte des rois. Oui, je pense que c'est les rois. Mais ce ne sont pas encore les rois. Donc il y a le roi David, en tout cas, et qui avait plusieurs enfants, de plusieurs femmes. L'un d'entre eux s'appelait Amnon. Ce Amnon, et il avait une autre femme qui a donné une fille qui s'appelle Tamar. Tamar était d'une très grande beauté. Elle avait un frère qui s'appelait Absalom et qui lui aussi était d'une très grande beauté. Et en particulier, ils avaient une caractéristique des cheveux. Les analystes pourraient parler là-dessus, je pense. Ils avaient des très longs cheveux. Ça va jouer son rôle dans l'affaire. Et donc, Amnon, il veut, soi-disant, il est amoureux de sa sœur, sa demi-sœur. Et il essaye de faire des avances. Elle lui dit, mais enfin, on est quand même frères et sœurs. Hein. Et lui, il ne veut pas en entendre parler. Il joue la comédie, qu'il est malade, mais que seul le bouillon que sait faire sa charmante sœur, si gentille, qui s'appelle donc notre Tamar, peut le soigner. Et donc, elle lui amène la soupe au lit, et il saute dessus, il la viole. Si ça avait été une histoire d'amour, encore, bon, une histoire d'amour un peu incestueuse, mais non, c'est qu'une fois qu'il a fait sa petite saloperie, si je puis dire, il jette sa sœur du lit, il dit « fous le camp ». Donc la sœur, vous voyez, une abomination complète. Et son frère Absalom est mis au courant de cette affaire par elle. Il ne dit rien sur le moment. 2 ans après, il organise un très grand dîner ça rappelle un peu les Atrides, auquel il invite son cher frère Amnon, ses sympathiques frères, et au cours de ce repas, il le tue. Donc vous avez un fratricide. Bon, on va passer la suite, parce qu'il y a une suite. Absalom se sauve, mais le roi David l'aimait beaucoup. Finalement, il revient, il se révolte contre son père. Il y a une guerre civile entre les partisans d'Absalom et les partisans de David. La guerre tourne au vinaigre. Absalom, sur sa mule, s'enfuit. Et ses beaux cheveux, ses longs cheveux se prennent dans un acacia sous lequel la mule passe et se trouve en l'air. Arrive un soldat de David et il lui met deux javelots, deux flèches dans le corps, il le tue et il rapporte la chose à David en lui disant « Ah, on a gagné la guerre !» Et David, à ce moment-là, il pousse un cri de douleur et il écrit un psaume, un très beau psaume de deuil après la mort de mon fils Absalom. Voilà.
Vous avez l'histoire. Et donc, c'est cette histoire Absalom que notre cher Faulkner, qui est quand même un écrivain exceptionnel, hein. Et alors, ce style qu'il a, c'est Proust à côté, c'est léger, pour vous donner une idée, quoi. C'est vraiment assez... Et en même temps, je n'arrive pas à le lâcher, parce que ça vous met dans un état d'ivresse littéraire assez... Enfin bon, c'est une aventure que je vous la soumets. C'est donc toujours un fratricide. Bon. J'ai aussi, là, je prenais le train, j'ai dit, oh, je ne vais pas prendre un gros bouquin. Là, j'ai pris un petit bouquin qui traînait, et comme ces derniers temps, nous avons travaillé sur Steinbeck, il y avait Les souris et les hommes. Bon, petit livre, en 1 heure, vous l'avez lu. Je mets dans ma poche, je lui dis, c'est quoi? Un fratricide! Je dis, c'est pas possible quand même. Bon. Alors, ces fratricides, en tout cas, restons à ce grand livre d'Absalom, est toujours associé à un inceste, d'une part. Et d'autre part, et surtout, au fait que le père a commis de graves erreurs. Il y a toujours, dans ces affaires, une faute du père. Je crois que c'est une notion psychanalytique qui mérite d'être soulignée et qui m'a renvoyé d'ailleurs, parce que vraiment, ce chapitre 4 de la Genèse, qui est tellement simple, et plus j'y pense, et plus il est riche, et les exégèses qu'on peut faire sont sans fin. Ce que nous dit le chapitre 4 de la Genèse quand même, qui m'avait échappé, c'est qu'à l'origine du meurtre de Abel, il y a quoi? Il y a une faute du Père, il y a une faute de Dieu. Quand même, Dieu, il aurait pu accepter les sacrifices des deux. En quoi ça le gênait? L'un a apporté des carottes et l'autre il a apporté un agneau. Et alors, qu'est-ce que Dieu a à foutre des carottes et des agneaux? Pourquoi Dieu n'a pas accepté? Parce que Caïn l'a fait de bon cœur, hein. Il était agriculteur, il avait dans son champ, je ne sais pas quoi, j'ai dit des carottes. Et ce refus de l'acte d'amour du fils, n'est-ce pas, pour son père, qui va devenir provoquer sa colère. Il y a donc cette dimension de la faute du père. Je ne suis pas en train d'accuser Dieu, ni de faire des trucs athées, machin. Moi, je lis structurellement ce que la Bible nous dit. Sachez que chaque fois que ça déconne dans les familles, il y a une faute du père. Il y a une faute du père dans Absalom. Le père a quitté sa femme parce il a découvert tardivement qu'elle avait 3 gouttes de sang noir. Elle était une octavone. C'est fou, dans le sud là, des États-Unis, de l'Amérique, là, les gens ils cherchaient des octavons, même des archi-quarterons. Les gens ils sont blancs comme neige, mais bon, ils ont dans leur généalogie. De même, à l'est d'Éden, le père avait commis avait une carence qui va provoquer. Donc, la faute du père dans Absalom de Faulkner, c'est d'avoir abandonné cette femme à laquelle il avait fait un fils, qui s'appelait Bond, et ce refoulé va revenir, et Bond, ça va être toute l'histoire autour de lui, et de son amour avec sa demi-sœur, comme dans la Bible, avec la Judith. Alors, c'est une notion psychanalytique classique, qu'elle on ne l'accorde pas l'importance qu'elle mérite, et que Freud l'a abordé dans un de ses essais, ce qui s'appelle L'homme au rat. Pour ceux qui connaissent le rappel, L'homme au rat, le père aussi avait commis une faute puisqu'il avait aimé une femme qui était pauvre, et il l'abandonne parce qu'elle est pauvre pour épouser une femme riche qu'il n'aime pas, et cette faute va revenir sur le patient de Freud. Il y a quelques années, une collègue qui s'appelle Marie Balmary, que vous connaissez peut-être de nom, je pense, a beaucoup travaillé cette question de la faute du père, qui est un élément important dans notre complexe de Caïn et qu'il nous faut regarder en face. Quelles sont les formes que prend la confrontation de Caïn et Abel, du C et du A? J'ai déjà dit que ce n'est pas toujours le meurtre qui en est la forme extrême.
La première forme qui est tellement chère à Lacan, c'est bizarre d'ailleurs qu'il n'en ait pas fait le lien, et à Hegel, c'est la dialectique du maître et de l'esclave. Et imaginez que Abel il dit à Caïn, ben écoute, d'accord, je retire, je suis ton esclave. L'esclave refuse la confrontation, la mise à mort, et il se met au service de celui qui devient du même coup son maître. Ça, c'est la première forme. Une autre forme qui est très clinique, qui est tellement importante, plutôt que de tuer l'autre, je vais détruire son désir. Tuer le désir de l'autre. Et Lacan l'avait mis en valeur à propos du désir de l'obsessionnel. L'obsessionnel, il veut la mort du désir de l'autre. Vous pouvez voir des résonances politiques. Quel groupe humain, il va avoir un pays, un État à lui. Le but de la truc, c'est détruire cette idée qu'il a droit à une nation. Mais la forme la plus courante, elle se passe dans les couples. Dans les couples où l'obsessionnel, qui est souvent masculin, s'acharne dans la destruction du désir de sa compagne. C'est une des données essentielles du combat féministe, de se révolter contre ce désir de l'obsessionnel masculin à vouloir détruire son désir et à faire d'elle sa simple compagne, sa simple servante, son complément. Va à la cuisine, en gros. Alors, depuis le début de ma recherche, je me suis beaucoup appuyé sur la fameuse lettre de Freud à Thomas Mann de 1936, où Freud avait compris, il avait repéré parfaitement la notion de complexe fraternel. Et il va dire que la particularité de ce complexe de Caïn, comme nous l'appelons maintenant, c'est que ça se déplace. Comme le frère, c'est le frère quand même. Donc on déplace. Ça va être le voisin, ça va être l'autre, là, l'étranger, l'arabe, le juif, le noir, ce que vous voulez. Comme si c'était, on jette une pierre dans l'eau, et ça fait des ondes de plus en plus larges. Eh bien, l'onde la plus large, et qui va englober la totalité de l'humanité, je dirais, et qui va dessiner une sorte de grande fracture dans l'espèce humaine, jusqu'à présent, c'est précisément la fracture Occident-Orient. Caïn, c'est l'Occident. Orient occupe la place d'Abel. Cette démarcation, elle est très curieuse, elle date pas d'hier, elle date quand même de l'Antiquité. Qu'est-ce que ce Alexandre le Grand, par exemple, qu'est-ce qu'il avait besoin d'aller conquérir jusqu'à l'Inde, jusqu'aux sources de l'Indus, par exemple. Et puis il s'est fait couronner roi de Babylone. En tout cas, cette fracture, elle va devenir particulièrement importante à la fin du Moyen-Âge. En France, au siècle des Lumières, et surtout avec l'apparition de l'islam. Le problème de l'islam, c'est qu'il se pose comme le grand rival du projet universaliste chrétien. Ces deux universalistes, il ne peut pas y avoir deux, dans la basse-cour, deux coqs. Je tiens à vous prévenir qu'il n'est pas possible, en une soirée, de présenter cet ouvrage qui est très, très important, très volumineux. Et je crois que c'est un livre majeur dans la compréhension de la réalité de notre monde et de son histoire. C'est un livre encyclopédique d'une grande ampleur et d'une immense érudition. Comme livre d'histoire, ça se pose là. Je rappelle qu'Edward Said était professeur, je crois, d'histoire à la Columbia de New York, cet auteur palestinien. Donc il s'agit ce soir
une introduction qui pourrait donner envie de lire l'ouvrage, qui en vaut la peine. Et même moi, je me dis, peut-être il faudrait le reprendre partie par partie, parce qu'il y a des parties. La lecture n'est pas très difficile, mais elle est longue. C'est pas un roman. Donc, pendant la Renaissance, l'élite intellectuelle occidentale, européenne, d'ailleurs à l'initiative de la reine Élisabeth I, c'était il faut toujours, il y a ce besoin de sortir de chez soi et d'aller ailleurs pour se former. On ne se forme pas en restant dans le village, en gros. Donc c'est la reine Élisabeth Ier qui avait inventé ce qu'elle a appelé le Grand Tour, en français, le Grand Tour. Et tous l'élite anglaise devait aller en Italie. L'Italie a été le berceau de la culture occidentale pendant la Renaissance. Il n'y a pas que les Italiens, les Français, pareil. Montaigne a été, Du Bellay, machin, Ronsard, qui n'a pas été en Italie de tous les écrivains de la Renaissance. Et les Allemands, un peu comme ça, en rivalité, ont créé un truc équivalent qui s'appelle le Cavalier Tour. Pour ceux qui voudraient en savoir plus là-dessus, je vous recommande un excellent livre qui s'appelle Freud en Italie, que j'ai eu le plaisir d'écrire avec ma chère épouse. Alors, à partir de la fin de la Renaissance, c'est plus ça le truc qui attire l'élite, c'est l'Orient. À partir de la fin du XVIIIe siècle, l'Orient va fasciner l'Occident. Ce qu'ils appellent l'Orient. Il n'y a aucun auteur français qui n'y a pas participé. Victor Hugo, Gérard de Nerval, le premier c'est Chateaubriand, et Flaubert qui est venu en Tunisie pour écrire son Salammbô, etc., etc. Et en Grande-Bretagne, c'était pareil. Il y avait, je ne citerai pas tous les noms de gens remarquables qui ont fait ces voyages d'aller. D'ailleurs, je me rappelle quand j'étais enfant, on me parlait beaucoup de la fascination qu'exerçaient sur l'Occident les épices, avoir des épices, sans lesquelles la nourriture n'a pas de goût. On allait chercher les épices à l'époque, c'était mieux que de l'or, n'est-ce pas? À tel point que Christophe Colomb, il veut aller en Inde. Et il croyait comme la Terre est ronde, il va arriver en Inde de l'autre côté. Et manque de bol, oui. Et il arrive, il découvre l'Amérique au passage. Cette notion d'épice qui donne du goût à la vie quand même. L'Orient, c'est l'épice de l'Occident. Alors en même temps, on a besoin de cet Orient, on dirait, comme si c'est de là que venait l'énergie, tout ça. Mais en même temps, comment on aborde cet Orient, entre guillemets, en position de supériorité. Faut quand même pas déconner, On est quand même meilleur, On est plus. Oh, c'est vrai que c'est vachement beau, c'est intéressant, tout ce que vous voulez, mais quand même, que les choses restent à leur place. L'abord de l'Occident, ce qu'ils ont appelé l'Orient, dans lequel on met tout, On met tout le monde arabe, Moyen-Orient, puis la Chine, le Japon, tout ça. L'Orient, c'est un truc qui n'a ni forme ni truc. Il faut que cet Orient, c'est ce qui permet de pimenter, si je puis dire, la vie. Mais en même temps, c'est un intérêt qui est curieux parce que ça, c'est Saïd qui le souligne. Ça reste extérieur. Les gens qui se sont lancés dans l'aventure sont restés à l'extérieur. Quand ils considèrent les gens locaux, là, les orientaux, les arabes, c'est comme s'ils n'avaient pas, il le dit, comme s'ils n'avaient pas de nom, ils n'avaient pas d'histoire, d'amour, de haine, je ne sais pas quoi. Non, c'est une masse amorphe, telle qu'il se la représente. C'est très grave cette histoire, et c'est très important. Jusqu'à présent, c'est comme ça. Quand on parle de Gaza, c'est des morts. Qui sait comment ils s'appellent? Peut-être qu'ils ont une histoire personnelle, tout ça. Il y en avait même une qui a fait un film. Non. C'est amorphe.
Alors, il y a même des gens qui ont été très très loin. Il y en a un, je ne me rappelle plus de son nom, il faudrait que je le retrouve, qui va faire semblant de se convertir à l'islam. Et il va prier dans les mosquées, alors c'était du bidon. Il va même faire semblant d'épouser une femme, parce qu'il voulait vraiment s'intégrer, mais pas. Toujours rester, quand même, sombré là-dedans. Ça rejoint d'ailleurs, si vous permettez, ce qu'on avait vu au début de cette année, ce très intéressant livre de Conrad, qui s'appelle « Au cœur des ténèbres », dans lequel ce personnage, je ne me rappelle plus de son nom, je ne sais même pas s'il a un nom d'ailleurs, va tellement s'intégrer aux populations noires du Congo qu'il va devenir lui-même congolais, quoi. Et il faut l'extirper, il va mourir. Si bien que le grand Coppola a fait un film qui s'appelle Apocalypse Now. C'est l'histoire aussi d'un occidental qui a franchi la frontière entre l'Occident et l'Orient, qui devient oriental. Et ça, c'est l'abomination, la désolation. Et alors, c'est un regard externe, en surplomb, qui va créer de l'Orient, un Orient aux frontières mal définies, et qu'on va appeler une image biaisée, on va l'appeler l'orientalisme. Alors, la thèse de Saïd, c'est de dire l'orientalisme est une fiction. C'est une fiction créée par l'Occident. Mais en même temps, ce fameux X dont je vous parle va prendre une valeur ça va être un champ de savoir considérable. Ça va créer un tel savoir avec des bibliothèques considérables. Le premier qui a lancé vraiment l'affaire de manière avec beaucoup de... c'est Napoléon. Il s'appelait pas encore Napoléon, il s'appelait Bonaparte. Bonaparte, il arrive en Égypte et il y va pas tout seul, lui. C'est quand même une histoire extraordinaire. Bonaparte, quand il arrive en Égypte, il arrive avec tout ce que la France comptait de brillants esprits, dont il n'en parle pas dans ce livre, bizarrement, et celui qui va déchiffrer la pierre de Rosette Champollion. Tous ces gens qui arrivent avec... et Bonaparte, ça va se poser d'ailleurs comme libérateur de l'Égypte, comme un arabe lui-même, contre l'oppression ottomane. Ça, on va le retrouver dans l'histoire un peu plus tard avec le fameux Laurence d'Arabie, qui va soulever les tribus arabes contre les Ottomans. Encore une fracture ottomane, arabe, chiites, sunnites. Le monde cesse de créer ces schismes qui se traduisent toujours par des conflits meurtriers. Et ces gens-là vont, à la suite, vont créer donc un savoir considérable, avec des académies. En France, nous avons Languezo, à la rue de Lille, tiens par hasard, en face de chez Lacan, qui s'intéressait beaucoup d'ailleurs à la rue au Languezo, il y allait souvent, l'INALCO, partout il y a des immenses institutions qui se créent et où on développe un savoir extrêmement important. Et c'est ce que Saïd dans ce livre fait la recension de ces savants, quand c'est des savants, et du savoir qu'ils vont... un savoir externe à l'objet qui est étudié. Ce savoir, une des idées dans cette fiction de l'orientalisme, c'est que ces gens-là, c'est sous-développé en gros, ils sont incapables de rendre compte d'eux-mêmes. Et ils vivent au jour le jour. Ils ne sont pas capables de rendre compte d'eux-mêmes. C'est l'Occident qui leur permet de prendre conscience d'eux-mêmes. C'est un espace, dans cette idéologie, ils soutiennent que cet espace de l'Orient ne peut pas se concevoir lui-même. Il faut que les Occidentaux viennent les aider, leur apporter ce qu'ils appellent la civilisation. Mais en fait, derrière le mot civilisation, il y a cette idée
qu'ils arrivent à se concevoir en tant qu'Orient. Les habitants de cet Orient, les Orientaux, donc, ne comptent pas vraiment dans cette idéologie. Ils n'ont pas de vie vraiment, ils n'ont pas d'histoire d'amour, ils n'ont même pas de nom. Ils n'ont pas de photos aujourd'hui. Vous savez qu'on a voulu, en Israël, par exemple, aujourd'hui, il est interdit aux manifestants de mettre en évidence des photos d'enfants palestiniens. Il faut effacer tout ça. Moi, je trouve que la France insoumise a fait un acte que j'ai apprécié, de brandir des photos d'enfants. Alors, je crois qu'il y a parmi tous ceux, il y a en Israël un homme que je trouve absolument remarquable, vraiment un esprit de très haut niveau, c'est un journaliste, qui s'appelle Gideon Levy. Et Gideon Levy, chaque fois qu'il fait un article, je tiens à mettre la photo de la personne à qui je parle. Je tiens à mettre le nom de la personne, son âge, sa maison, comment il vit, où il est, qui il est, sa femme, ses gosses, son métier. Ces gens-là, ils existent. Dans l'orientalisme, ils n'existent pas. C'est une masse amorphe. Alors, ce côté amorphe de l'oriental va avoir une utilité. Dans un deuxième temps, les premiers grands savants, en France, nous avons des gens comme de Sacy, qui est un des plus grands orientalistes. Nous allons avoir un homme aussi de grande envergure, mais très raciste, qui s'appelle Ernest Renan. Pour eux, ces gens-là, le sémite, d'ailleurs ils mettent tout ça dans le même sens, et tant mieux. Le sémite, bon, c'est fini, il est mort intellectuellement, il a fait des choses autrefois, là, le monothéisme, etc., mais bon, aujourd'hui, fini. Donc, ce côté amorphe de l'oriental va aboutir à une conséquence, c'est qu'on peut le dominer. Ça va être cette idéologie orientaliste va être l'instrument de la domination de l'Orient. Que ce soit le Maghreb, que ce soit la Chine. Quand vous pensez à ce que ça a été l'histoire de la Chine, la guerre de l'opium, on a obligé les Chinois à fumer de l'opium. C'est ça la civilisation. Alors non seulement l'oriental, on va l'aider à se distinguer, à se définir, mais du coup, par opposition, Abel va permettre à Caïn de prendre forme. Et c'est comme ça que la notion d'Occident va prendre forme par opposition à cet Orient informe. Alors, il y a un des maîtres de la pensée française. En France, on a eu, dans les années 50, vraiment des esprits de très grand niveau, de très grande valeur. Et un de ceux sur lesquels Saïd s'appuie, c'est Michel Foucault. Michel Foucault prend, avec les années qui passent, une envergure exceptionnelle. Et Michel Foucault a produit ce concept de discours. C'est la définition que va récupérer Saïd. L'orientalisme, c'est quoi? C'est un discours. Alors, il va d'ailleurs distinguer deux définitions de ce discours. Il y a d'abord une définition universitaire. Ce sont des gens très érudits qui connaissent le sanskrit, l'arabe, l'hébreu, le chinois, le japonais, etc., quoi. Et qui écrivent des essais là-dessus, des études, des dictionnaires sur la Chine, par exemple. Les jésuites, je crois, ont fait un énorme travail de connaissance de la Chine, etc. Donc ce sont des orientalistes universitaires. Mais l'Orient a provoqué une deuxième catégorie, un deuxième discours, particulièrement française d'ailleurs. Saïd a un faible pour la France, il faut savoir. Il préfère les Français aux Anglais. Parce que le Français a gardé quand même une certaine fibre subjective. Il y a
un jour, quand des choses s'apaiseront, une amitié qui s'est créée entre la France, prenons le Maghreb, prenons la Tunisie, que je connais un peu quand même, cette espèce d'osmose, d'amitié, d'affection qui existe entre les peuples du Maghreb et la France. Il faut oublier toute la mousse superficielle de ces abrutis qui dirigent les ministères et savoir que dans la vie quotidienne, au niveau des laboratoires, au niveau des intellectuels, cette affection mutuelle, souvent déguisée, existe. Et donc, c'est peut-être lié à cette conception de l'orientalisme, la deuxième, que l'on doit aux écrivains, aux poètes et aux administrateurs qui vont créer une sorte d'orientalisme imaginaire. Les deux conceptions d'orientalisme, en fait, vont entrer en interagir entre elles. Voilà. Et la France, par exemple, quelqu'un qui, semble-t-il, a été un grand orientaliste, moi j'ignorais tout ça, Gérard de Nerval, a beaucoup aimé l'Orient, il a écrit des choses là-dessus. Bon, c'est pour ça qu'il faut reprendre et approfondir un peu les choses. Victor Hugo, prenons Flaubert, qui va aller vivre en Tunisie pendant plusieurs mois. Il va presque s'assimiler à la Tunisie pour écrire ce très beau roman qui s'appelle Salammbô. Chateaubriand. Donc cet orientalisme un peu français, quoi, qui va être nettement chargé d'affect, de sentiments, que les orientalistes anglais ont plutôt regardé avec distance et sans subjectivité. Et donc à partir du XVIIIe siècle, l'orientalisme devient une institution globale qui traite de l'Orient sous toutes ses formes, dans tous les domaines, mais sans que celui-ci ait vraiment droit à la parole. On ne demande pas aux gens « Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ?» Non, non. Fermez-la, on sait pour vous. J'ai été frappé, bon, je déborde un peu récemment, j'ai été invité à un congrès des psychiatres à Djerba, congrès des psychiatres franco-maghrébins. Il y a un savoir psychiatrique traditionnel, mais qui n'a aucune place. J'ai eu la chance, quand j'étais au Sénégal, de découvrir l'expérience d'un psychiatre français qui était directeur de l'hôpital de Fann, à côté de Dakar, et qui avait transformé l'hôpital psychiatrique en un village africain, où les marabouts, tout ça, ce savoir traditionnel était admis, avec un très grand progrès. Les malades se portaient beaucoup mieux à Fann que traités dans un hôpital. D'abord, ta gueule, prends ton Aldol et ferme-la, quoi. Donc ce savoir imaginaire, mais puissant. Imaginaire, ça ne veut pas dire inconsistant. Et Lacan souvent disait, l'imaginaire peut embrayer directement sur le réel. Ce savoir va devenir très vite l'instrument de l'entreprise coloniale, c'est-à-dire de domination des peuples, qui sous certaines formes, bien sûr on a décolonisé tout ça, mais quand même, l'exemple de la psychiatrie du congrès dont je vous parle fait que, je leur ai dit, pourquoi il n'y aurait pas un atelier, un petit machin, forcément, entre deux molécules de psychotropes, on pourrait parler des expériences traditionnelles, des villages. Mais le colonialisme imprègne profondément la mentalité décolonisée des Orientaux. Donc voilà, je m'approche de la conclusion. Si vous voulez, il y a des noms qu'il faut connaître, bien sûr. Les agents de cette aventure orientaliste, il y a eu de très grands esprits. J'ai cité tout à l'heure Étienne de Sacy, Ernest Renan, et dont Édouard Saïd fait un inventaire extrêmement précis. Alors voilà, j'ai terminé même, pas presque terminé.
Je m'aperçois, en ayant terminé de cette parole, que ce livre serait à reprendre dans un cadre, je ne sais pas lequel, et à exposer partie par partie, parce qu'il y a une chronologie. Les orientalistes de l'époque de Sacy, etc., ne sont pas les mêmes que ceux de 50 ans plus tard, etc. En attendant, je vous invite à le lire, ce livre, et à vous laisser imprégner par les idées sous-jacentes de cet ouvrage. Des questions, des réactions? L'intérêt quand même de cette description de l'Égypte que lance Bonaparte, ça va quand même quelque part, je ne dis pas que c'est pas un agent de progrès, mais au moins permettre une conservation ou du moins une observation très poussée de cette culture qui n'aurait peut-être pas été aussi bien décrite en elle-même, quoi. C'est toute l'ambiguïté de l'expérience, c'est quand même... On découvre que le rôle de Bonaparte dans l'histoire considérable. Oui, oui. Si on oublie ses guerres, etc., mais je prends par exemple l'histoire des Juifs, par exemple. C'est lui qui va faire que le judaïsme français va s'intégrer en France, avec le concordat qu'il a fait, etc. D'ailleurs, jusqu'à présent, on voudrait faire ce que Napoléon a fait pour les Juifs, le faire avec l'islam. Refaire le truc. Donc ce qu'il a fait en Égypte, il y a des pages incroyables sur le Napoléon. Bonaparte, il n'était pas encore empereur, il s'appelait encore Bonaparte. Il y a des pages passionnantes là sur Bonaparte dans ce livre. Puis après, ça va même donner lieu à, par exemple, dans les meubles, dans l'art français, une mode égyptienne, quoi. On appelle ça l'Empire, les meubles d'Empire. Les meubles d'Empire, oui, avec des têtes de sphinx et tout. Oui. Et Napoléon a amené ceci quand même extraordinaire, c'est le canal de Suez. Le canal de Suez, on est tellement habitué, mais ça a une importance énorme. Ça a été un moyen de relier justement l'Orient et l'Occident à travers la mer Rouge. Ça va jouer un rôle, après on va le copier ça, on va faire les trois de Panama, mais c'est né, les Lesseps faisait partie un peu je crois qu'il faisait partie du groupe qui accompagnait Bonaparte en Égypte. Lesseps c'est après quand même. C'est peut-être après, mais c'est quand même dans la suite du mouvement que Bonaparte a lancé. Moi, je veux bien faire un commentaire sur le... Il faut. Ça me fait rire, mais je vais le dire quand même. Sur le livre, il y a cette peinture d'un orientaliste, je crois que c'est Delacroix. Et en fait, ça me ramène à un souvenir on va dire, un tapis qui est imprimé et qui était dans notre chambre en Tunisie. Et quand j'étais petite, je le regardais, c'était des femmes, parce que maintenant j'ai appris que c'était les femmes d'Alger. Et sur ce tableau, il y avait des femmes qui sont allongées, habillées avec l'habit traditionnel algérois. C'est un tapis avec le tableau imprimé dessus. Et donc il y avait des femmes avec leur narguilé et une scène d'exotisme total. Et donc je regardais ce tableau et je me disais, en grandissant, je vais aussi moi être avec cet narguilé en train d'attendre comme ça. Et après, enfin, je retrouvais un peu le tableau après en France avec la légende quand même qui était moins rigolote, c'est que Delacroix, apparemment, donc quand il est arrivé avec des militaires en Algérie, il a souhaité peindre des femmes, et on lui a interdit d'entrer dans les maisons des Algériens. C'était tabou, on ne pouvait pas peindre les femmes algéroises. Et donc il est entré avec des militaires dans un bordel. Et il y avait donc ce tableau-là qui était dessiné dans un bordel, des femmes soumises qui étaient en train d'attendre l'arrivée des militaires français. Donc c'est une histoire de domination, oui, mais en même temps, est-ce que l'oriental ne finit pas par
s'approprier cette image qu'on lui fait, qu'on a fait de lui, et imaginer, puisqu'on est dans un imaginaire, mais on est dans un discours qui va à l'encontre du réel vécu. Hein. C'est-à-dire que l'orientalisme, il va créer une espèce de crise, une crise identitaire entre ce qui se vit et ce qui se dit dans la langue dans laquelle ça se dit, et la représentation que l'autre se fait de lui, l'étranger. Alors, ça me rappelle ça. Et puis, c'est très important ce que tu dis là. Autre chose qui m'inquiète, que j'arrive pas à comprendre, dans cet amorphe, l'Orient, c'est quoi l'Orient finalement? Le territoire, comment on peut le définir, ce territoire d'Orient? On parle de Proche-Orient, d'Extrême-Orient, de Moyen-Orient, mais en fait, qu'est-ce qui fait frontière finalement? Est-ce que ce sont les langues qui créent la frontière? Est-ce que l'Orient arabe est à comparer avec l'Orient perse, par exemple? Et pourtant, on peut trouver des musulmans dans l'Orient arabe et des musulmans, des chiites, chez les Perses. Par contre, chez les Perses, on a des réformes dans la langue, dans l'acceptation, dans la traduction de l'islam, qui est complètement différent de l'oriental qui vit à Alger ou à Tunis. Il y a des différences structurelles. Ils s'en foutent de ça. Alors, ils s'en foutent de ça, mais au final, qu'est-ce qui fait que l'Occident avait besoin d'assimiler cette mosaïque? Est-ce que c'est uniquement par des fins de domination, ou est-ce que l'Occident, en même temps, en créant un ensemble, il se crée pas à l'intérieur de lui quelque chose aussi et qui essaye de rassembler toute cette différence? Est-ce qu'il se crée pas en miroir de l'Orient, mais oui, pour sortir de la notion de victime, l'oriental victime, et sortir de cette dichotomie de victime, de dominant? Est-ce que finalement le dominant ne se transforme pas lui-même dans cette rencontre avec l'autre étranger? Certainement. Ça, je pense que dans ce que tu dis, il y a plusieurs choses importantes. La première, c'est la question du féminin. Oui. La fascination que le féminin oriental avait pour l'Occident. On connaît des histoires comme Pierre Loti, par exemple, son histoire d'amour avec machin. Et dans la fascination de l'Orient sur l'occidental, la femme joue un rôle éminent. La femme des bordels, peut-être. Oui. Ça, tu as bien. La femme soumise. Enfin, la femme, non seulement, attendez, c'est soumise, c'est pas très intéressant seulement. C'est une femme qui a un savoir sur la jouissance féminine qu'elle pourrait nous apporter. Elle sait quelque chose sur le sexe qu'on ne connaît pas. Il y a tout un truc, l'oriental, depuis l'Antiquité d'ailleurs, il y aurait comme ça un savoir. N'oublions pas que l'Occident était plutôt un peu refoulé quand même. Et donc la femme orientale, on s'éclate. Avec elle, on va s'éclater, quoi. Comment voyez-vous l'évolution de l'Occident et de l'Orient ces derniers temps? Ce qui m'interpelle un peu, ou ce qui m'intrigue un peu, c'est probablement que l'Orient d'il y a un siècle, à savoir probablement l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, n'a probablement pas beaucoup évolué dans sa dépendance, qu'elle soit culturelle ou économique. Mais moi j'ai l'impression que l'Orient d'aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on appelle le Global South. De quoi? Le Sud global. Oui, c'est ce qu'on dit. Et dans le Sud global, on voit quand même des masses qui s'émancipent un peu de cette domination. Moi, je trouve, et je suis relativement impressionné, par exemple, par l'évolution de l'Afrique du Sud. Bien sûr, on ne peut pas ignorer l'évolution de la Chine.
qui commence à faire peur à l'Occident. Pas qui rattrape, non, qui est en phase de dépasser sur certains sujets de l'Occident. Et cet Occident est plus ou moins en train de nous inquiéter aujourd'hui par certains aspects, parce qu'il y a quand même un peu une perte de valeur. Alors qu'on était parti pour être des éducateurs, pour ouvrir la voie, pour montrer, pour De civilisation. la civilisation. Et là maintenant, il y a une décadence des valeurs qui en est inquiétante. C'est tout à fait juste, c'est ce que nous vivons en ce moment. Les crises. Tenez, je pense à un truc par exemple. Hier, M. Trump a dit qu'il va créer le dôme d'or. Vous avez entendu parler de ça. Et ça, j'apprends en même temps que la Chine est en train de fabriquer une espèce de satellite très haut placé, d'où partiraient comment on appelle ça, les drones. Donc vraiment, le conflit entre les deux moitiés de l'humanité est en train de prendre une nouvelle forme. Et un des éléments les plus importants de l'étude de Saïd, c'est l'Inde. Les Anglais, les orientalistes anglais, se sont beaucoup centrés sur l'Inde. C'est l'empire des Indes. L'Angleterre était l'empire des Indes. Et on va faire énormément d'études. Aujourd'hui, l'Inde, c'est en train de récupérer, d'une manière pas toujours sympathique d'ailleurs, l'Inde est en train de reprendre, de s'émanciper de l'Occident aussi. Et donc, comme l'a dit notre ami Olivier Todd, il y a la défaite de l'Occident, et en tout cas la crise de l'Occident, l'affaiblissement de l'Occident est patent. Plutôt que de chercher comment se sortir de ce conflit, pour moi, je pense que tout est Caïn et Abel. Hein. Vous avez dû comprendre mon truc. Je suis un peu obsédé. Comment on peut sortir de ce paradigme? Comment on peut sortir de ce schéma? Pourquoi on n'arriverait pas à... C'est un peu le but, modestement, notre contribution modeste, à ce problème monstrueux dans lequel nous sommes, qui est le conflit fraternel. Il faudrait beaucoup d'énergie pour ça. On est un petit groupe. Il faudrait mobiliser toute la psychanalyse. Je ne sais pas ce qu'ils font les psychanalystes, ils dorment. Enfin, bref. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les dominants acceptent de réduire leur domination ou d'accepter l'autre? Nous, on est là pour étudier les choses. On ne sait pas. On n'est pas. Nous, mon but, je pense que plus on connaît un peu comment est-ce que l'Occident a dominé l'Orient? Par le savoir qu'il a acquis sur l'Orient. Donc la conquête d'un certain savoir nouveau, peut-être une des armes les plus efficaces. Bon, bah. Si on prend l'exemple, je dirais, de l'évolution de l'image de la France en Afrique subsaharienne, par exemple, on ne peut pas dire que ce soit uniquement le savoir. Si aujourd'hui, le Niger, par exemple, fait un rejet de la France, c'est plus une histoire de savoir, c'est une histoire de bataille économique, presque. Il y a ce que disait De Villepin, pas plus tard qu'avant-hier, nous sommes déconnectés. Nous sommes déconnectés de la réalité. C'est-à-dire le savoir que nous avons, parce que le savoir, ça évolue. Le réel change. Donc ce savoir est à mettre à jour en permanence. Or, nous n'avons pas fait ce travail. Il y a ce que disait Villepin, que quand même peut-être pour moi, le meilleur homme politique actuellement sur la place, quand il parle de cette déconnexion de notre système politique, même déjà à l'intérieur du pays, hein, a fortiori vers le lointain. En tout cas, je pense qu'on n'a pas assez réfléchi sur le livre d'Edouard Saïd. Il faudrait vraiment l'étudier à fond, pas comme une soirée comme ça, parce que c'est déjà pas mal, je dirais. Mais vraiment, c'est un livre, à mon avis, très important. J'ai une autre remarque comme ça. Donc, Saïd, il s'appuie aussi sur les recherches de Michel Foucault. Et Michel Foucault, dans son livre sur l'histoire de la sexualité, il dit ceci.
Il dit que la science, que la sexualité a créé deux pôles différents entre l'Orient et l'Occident. Dans quel livre ça? Dans le sens, l'histoire de la sexualité. Oui. Il dit que l'Occident a créé une science de la sexualité, tandis que l'Orient a créé une érotique. Et que la psychanalyse serait, en quelque sorte, l'approche qui allait retrouver l'érotica. En quelque sorte, elle va retrouver l'Orient, quelque chose de l'Orient. Hein. Donc, est-ce que la psychanalyse, est-ce que Freud, s'il n'avait pas accès à des textes, s'il n'était pas aussi passionné par la question des langues sémites, des religions primitives, un grand lecteur des langues et des religions sémites, est-ce que et des cultures et des civilisations qui ne sont pas occidentales, est-ce que la psychanalyse aurait pu voir le jour comme une nouvelle approche de la sexualité qui inclut d'emblée la notion de l'érotisme? C'est une idée intéressante. Ça rejoint la question du juif non-juif par rapport à la lecture de Moïse. Donc, de Moïse, cette intrication. Merci beaucoup. Merci Gérard.